Bonjour à tous, nouveau Tête à Clash, 3 sujets. Alors le premier sujet, c'est la mort de la reine d'Angleterre. Abondamment traité dans les médias, on va revenir pour savoir s'il y a un ras-le-bol ici ou si vous trouvez que ça a eu de l'intérêt et peut-être avez-vous même appris des choses au passage. Deuxième sujet, on voit un sujet qui est en train d'arriver, c'est celui de l'euthanasie, de la mort assistée. Bon, ça a été remis sur la table avec le président Macron. On va voir de quelle manière vous pensez que ça va pouvoir se passer ou pas. Troisième sujet, celui de la montée d'un certain nombre de pays vers les droites nationales. La Suède tout récemment, l'Italie peut-être très prochainement, qui s'ajouterait à la Pologne et à la Hongrie. On va reparler de ce peut-être qui est un moment de charnière dans la vie de l'Europe. Voilà, ça c'était les 3 sujets. Les 4 invités. Alors, comme ça, Laurent Izard, François Vartin, Jean-Louis Masson et un petit nouveau qui s'appelle Richard de Sèze. Bonjour, monsieur le petit nouveau. Bonjour. Vous êtes journaliste. Oui, hein, voilà, très bien. à Politique Magazine. Ok, merci. Et bien entendu, toujours Ignace qui va faire des caricatures. Je pense que certains ici en seront victimes et qui va faire des dessins d'actualité qui sont toujours bien pimentés. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Alors, le premier sujet, c'est Elisabeth II, morte tout récemment. Écoutez, je ne sais pas, mais vous avez peut-être suivi BFM TV, entre autres choses, mais je suis certain que beaucoup de télé ont fait la même chose. On a eu le droit à des directs 24/24, ou quasiment, sur le sujet. La presse a fait des milliers de unes sur le sujet de la reine d'Angleterre. Est-ce que vous êtes, comme beaucoup, écœuré par ce spectacle, avec une sorte de ras-le-bol, ou finalement vous trouvez que c'est intéressant et qu'il s'était passé des choses, que vous avez appris des choses, sur le fonctionnement d'un système monarchique et peut-être même sur le fonctionnement d'un pays ou d'un empire. Allez, François Martin. Bonjour. Alors, moi, c'est pas tellement comme ça que je vois les choses. Disons qu'il y a 2 aspects qui m'ont frappé dans cette affaire. Le premier, c'est l'incroyable saga et récit sur une reine que personnellement j'ai pas trouvé exceptionnelle. Quand on dit que le roi ou la reine d'Angleterre n'a pas de pouvoir, qu'il doit rester comme une potiche, enfin qu'il est l'âme de son peuple mais qui ne fait rien, c'est faux. Parce que les grands rois ou les grandes reines, que ce soit la reine Victoria, que ce soit le roi Édouard VII, que ce soit George VI, ont énormément impacté... George VI, c'est le père de la souveraine... Oui, ont énormément impacté leur temps. Ils sont intervenus dans la politique de leur temps. Ils l'ont fait comme des rois, mais ils sont énormément intervenus. Elle, qu'est-ce qu'on peut dire qu'elle a fait réellement pendant ses 70 ans de règne? Où est-ce qu'elle a posé sa marque? À part le fait qu'elle a parlé 5 fois en tout et pour tout, et la seule fois où elle a dû parler de son propre chef parce qu'elle y était obligée, c'est au moment de la mort de sa belle-fille. Elle s'est plantée lamentablement, et c'est Tony Blair qui a été obligé de la recadrer en disant vous allez droit dans le mur. Vous avez vu le film The Queen, hein? Bien sûr. Ouais. Donc c'est le seul moment où elle était obligée de le faire, et au moment où elle devait faire passer ses sentiments personnels, justement, après... l'importance de la royauté et du fait de recréer ce lien avec les Anglais qui aimaient beaucoup sa belle-fille, elle n'a pas été capable de le faire. Autrement dit, vous pensez qu'on a trop accordé de place à une souveraine qui ne méritait pas tant d'éloges? En fait, je ne pense pas ça, parce que l'autre remarque que je fais, c'est ce que je trouve absolument sidérant, c'est la puissance de la médiatisation anglo-saxonne, en fait. C'est pour moi le même phénomène que celui qu'on a eu sur le Covid, que celui qu'on a eu sur la guerre d'Irak, et je trouve que c'est de pire en pire. On a une
une espèce de carpet bombing, pour reprendre un terme anglais qui est absolument fabuleux. Oh, oui. Alors demain, si on choisit, si le monde anglo-saxon considère que le poireau est important, on va parler que du poireau pendant un mois et on va pas avoir le droit de parler d'autre chose. Je vous laisse la comparaison entre la reine d'Angleterre et le poireau. Je trouve ça sidérant. Richard de Voilà. XVI. Sur le fait qu'Élisabeth II est une reine totalement falote, je suis entièrement d'accord. Je pense que ceux qui l'ont précédée n'avaient aucun intérêt non plus, y compris son père. Il y a eu un effet d'aubaine grâce à la guerre qui lui a permis de parler. Et là, il a joué son rôle de symbole. Mais dans la conduite des opérations, il a été absolument absent. Et il s'est contenté de... Oui, je m'en doute. Et en revanche... Et je ne suis pas non plus d'accord avec la puissance du narratif anglo-saxon, puisque ils sont là en l'occurrence c'est un narratif anglais. Ce qui a vraiment fasciné les gens, c'est un décorum sacré, surgi du fond des âges, avec des gens qui portent des tabards et des beefeaters somptueusement chamarrés. Et là, il y a eu une espèce de drogue sacrée qui s'était écoulée effectivement pendant des jours et des jours sur une planète qui était avide de voir autre chose que les fesses de Beyoncé. Voilà. Alors, on peut considérer qu'on en a trop. Personnellement, évidemment, je suis anglophobe. Je déteste l'Angleterre. Ce sont nos ennemis. Je trouve absolument ridicule la manière dont Macron parle de l'amitié entre nos peuples, alors que les Anglais, depuis 10, 20, 30 et 40 ans, ont tout fait pour s'aborder n'importe quelle initiative française sur n'importe quel sujet. Mais d'un point de vue purement populaire, les gens avaient enfin quelque chose à se mettre sous la dent qui était de l'ordre du sacré et du chrétien. Et ça, c'est vraiment bien. Et ça, c'est pas seulement valable en Angleterre, dont on a vu, ou au Royaume-Uni plutôt, pour vraiment employer le bon terme, où on a vu une ferveur populaire assez importante, des gens qui faisaient la queue pour voir le cercueil, mais pas seulement, qui se sont assemblés le long des voies. C'est aussi en France des audiences spectaculaires. Est-ce que ça aussi, ça va dans le même sens pour vous, Richard de XVI ? Les gens ont eu enfin la possibilité de communier sur autre chose que cette manière déprimante qu'on a de nous présenter l'actualité. Il y a en ce moment en France une saturation absolue. Je dirais, il y a une étude qui vient de sortir qui est remarquable où des gens de plus en plus décrochent des actualités parce qu'ils ont un double sentiment, d'une part que tout va mal, on ne peut pas complètement le leur reprocher, et d'autre part qu'on leur sert une soupe qui ne leur permet pas du tout de comprendre. Là, au contraire, ils avaient droit à une actualité qui était simple, la reine est morte, et ils avaient droit à des gens qui, pendant 10 jours, leur ont fait la pédagogie de la moindre médaille et du moindre pompon en train de pendre sur le moindre des caniches de la reine. Et donc là, enfin, ils avaient enfin la possibilité de comprendre quelque chose et on leur disait que c'était quelque chose d'exceptionnel. Alors, le fait que la reine n'ait d'exceptionnel réellement pour elle que d'avoir régné 70 ans en fermant sa gueule, bon, évidemment, on peut trouver ça gênant. Mais en revanche, voilà, c'était un moment sacré, c'était important. Super, merci. Laurent Isard. Moi, je n'ai été ni écœuré, ni choqué par ce traitement médiatique. Parce que, à personnage exceptionnel, il convient d'accorder une médiatisation exceptionnelle. Alors, effectivement, on peut dire qu'en 70 ans de règne, la reine n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Elle a quand même permis de préserver la monarchie en Grande-Bretagne, une monarchie qui était menacée. Elle a permis de préserver l'unité du peuple britannique. Et c'était pas une chose forcément facile. Elle a permis aussi de préserver le Commonwealth. Et là aussi, c'était pas acquis. Il faut savoir qu'il y a même des nouveaux pays qui ont intégré le Commonwealth, notamment récemment, le Togo, le Gabon, qui étaient d'anciennes colonies françaises. Voilà. Donc c'est quand même un bilan, je trouve, assez exceptionnel, une longévité exceptionnelle, un modèle de constance. Il fallait ne pas sombrer. Pendant 70 ans, c'était difficile. Alors effectivement, là où je vous rejoins tout à fait, c'est que le côté pompon, etc., était peut-être un peu excessif. Et puis, vu de notre côté de France, ça l'est véritablement. Mais globalement, je trouve que c'est un personnage historique exceptionnel et ça méritait, voilà, ce traitement médiatique. Mais est-ce qu'elle n'a pas eu tout ça un peu à l'ancienneté, comme on voit en 14-18, les derniers soldats survivants ont d'un seul coup été très honorés, décorés, surdécorés, juste parce qu'en fait, ils avaient le mérite d'avoir vécu plus longtemps que les autres. Non ? Non, moi je pense qu'elle a eu un parcours quand même remarquable. Alors il y a eu des instants discutables, effectivement, on les a évoqués, mais sur 70 ans de règne, aller faire un sans faute, c'est quand même extrêmement difficile. Ouais. Nos présidents qui sont là pour 5 ans, ils en font davantage. Ouais. Jean-Louis Masson ? Alors moi je dois dire que je suis profondément républicain et je considère que les monarchies sont totalement anachroniques
Une famille, ce sont des familles de parasites qui vivent au crochet de la société et qui servent à rien. Parce que, on le dit même, puisqu'ils n'ont pas le droit de parler. Et je pense que ceux qui nous donnent des leçons de républicanisme, etc., y compris dans ces soi-disant démocraties, devraient commencer par réfléchir sur la Déclaration des droits de l'homme qui dit que tous les citoyens dans tous les États qui ont approuvé la Déclaration européenne des droits de l'homme, naissent libres et égaux. Or là, on a des gens qui naissent, et toute une arca, il n'y a pas que la reine, il y a le fils, le cousin, la cousine, et derrière, tout un tas de parasites qui vivent au crochet de la société, qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Le prince Charles, le nouveau roi, n'est même pas capable de mettre son dentifrice sur sa brosse à dents, il est même obligé d'avoir un valet qui vient lui mettre tous les matins 1,5 cm de 2 centimètres, ou 2 cm de dentifrice sur la brosse à dents. C'est un scandale. Et qui c'est qui paye le valet? Eh bien, c'est le citoyen britannique. Moi, je crois que elle est née, elle a hérité finalement, elle a hérité comme ça d'un poste où on est bien payé, où on a de la représentation et où on ne fait rien. Et moi je considère que ces obsèques, je respecte les obsèques, c'est une personne qui est décédée, je respecte ses obsèques, mais ça intéresse les gens à peu près comme l'inauguration de la première journée des Jeux Olympiques, par exemple, c'est une grande manifestation de publicité des médias internationaux sous la coupe d'ailleurs des anglo-saxons, comme ça a été dit tout à l'heure. Et c'est quelque chose de véritablement anachronique. Mais pour comment des démocraties. expliquez-vous à ce moment-là ces audiences? Parce que les médias qui ont été 24/24 sur le sujet, c'est bien que ça fonctionne. Mais vous savez très bien que les gens adorent ce genre de choses, que ce soit la princesse. C'est le nouvel opium du peuple? C'est l'opium du peuple, tout à fait. D'accord. C'est pas très nouveau comme opium du peuple. Le fait d'apprécier le décor, le fait d'apprécier le décorum, le fait d'apprécier qu'il y ait quelqu'un qui soit supérieur à l'autre et qui l'assume. Parce que le président de la République, qui est dans les ors élyséens, est élu par une minorité de Français. La moitié des Français ne votent plus et l'autre moitié n'a pas envie de voter pour lui. Oui, mais il est élu. Oui, mais il est élu par quasiment rien. Je dirais, c'est pire, je pense, que d'être soumis aux TV anglo-saxonnes. Et il offre le spectacle absolument grotesque d'un monarque républicain, lui aussi vivant au-dessus de son niveau pour un service absolument minuscule qu'il rend à la nation. Mais sauf qu'il reste 5 ans, au maximum. Oui, ça tombe très vite, finalement. 10, il paraît, avec Macron, là, ça risque de durer un peu plus longtemps. Macron, sans doute, Sauf que n'importe quel Français peut être président de la République. Ouais. Alors que là, quelqu'un qui naît comme ça avec une cuillère entre les dents parasite tout le monde. Ça, c'est pas possible. D'abord, pas n'importe quel Français. Il faut être pété de thunes. Il faut être choisi par un parti politique. Il faut que le système industriel et banquier soit d'accord avec vous. Donc voilà. Mais au départ, il faut y arriver. Il y a un point qui m'a semblé étonnant, qui a été assez peu souligné, c'est que le Royaume-Uni est un royaume sur le déclin, et un déclin assez fort. Hein. En dehors de tous les pays qui ont quitté le Commonwealth ces dernières années, il y a un indice qui m'a frappé, que je vais vous communiquer. Il y a, en 2007, je crois, le revenu moyen anglais était inférieur de 8% au revenu moyen français ou allemand. De nos jours, ce revenu moyen est inférieur de 20% au revenu moyen anglais, français ou allemand. Et en 2024, le revenu moyen lituanien sera supérieur à celui de l'Angleterre. Et en 2030, ce sera les Polonais qui passeront devant les Anglais. Est-ce que la reine d'Angleterre n'a pas caché ça par la magnificence, par les Rolls, par les tournées mondiales? François Martin. Il y a une magnificence, mais je pense qu'effectivement, elle a caché la misère. C'est en ça que je dis, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est-à-dire, où est le projet politique de l'Angleterre aujourd'hui? Mon interlocuteur, votre interlocuteur dit que, en fait, les rois précédents n'ont rien fait. De George VI a été absolument influent et décisif pour l'arrivée de Churchill. Oui. Il faut revoir les heures sombres
Ce film absolument extraordinaire, où il Très vient beau film, en effet. s'asseoir à côté de lui en disant allez-y, au moment où il est prêt à lâcher contre la cabale de ceux qui veulent pas qu'il arrive au pouvoir. Donc, ou qu'il accepte de signer un espèce de traité avec Hitler. Et c'est là qu'il descend dans le métro et que les types lui disent qu'est-ce que vous attendez pour aller casser la gueule à ce salopard. Et à ce moment-là, il se remonte. Voilà. Mais le roi a été décisif dans ce processus. En quoi la reine d'Angleterre a été décisive pour donner une image de l'Angleterre, pour donner un cap à l'Angleterre, Peut-être parce que les périls sont moins grands. pour partir, etc. J'ai rien vu de tout ça. Donc, si elle a caché la misère pendant 70 ans, c'est déjà pas mal, on va dire. Mais qu'est-ce qu'elle a apporté, effectivement? Laurent Isard, je vous sens piaffé, là. Le Royaume-Uni est un pays, effectivement, en déclin, mais c'est pas nouveau. Hein. C'est depuis la Seconde Guerre mondiale, voire avant. Et bon, je suis un tout petit peu surpris par les chiffres que vous avez cités, quand même. Mais bon, voilà. Maintenant, il faut voir une chose. La Grande-Bretagne a quand même maintenu, d'une certaine façon, une grande importance, une grande influence internationale. Et je pense que la reine y a participé. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée que la reine ne sert à rien, ne fait rien. La réalité, et on l'a dit tout à l'heure, la reine, c'est l'âme du pays. Voilà. Et l'âme du pays, c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, je suis profondément républicain aussi, mais je pense que c'est peut-être un peu ce qui nous manque en France. Ok. Et de quelle manière ça nous manquerait, cette histoire, il nous manquerait une sorte de ferment, une levure pour... L'idée d'une constance, d'une continuité dans le temps, et puis l'idée aussi d'un personnage qui arrive à rassembler une grande majorité de la population autour d'elle. Bon, il y a des républicains en Grande-Bretagne, c'est clair, mais globalement, eh bien, la reine, elle fait consensus quelque part. Jean-Louis Masson. C'est l'âme. C'est normal qu'elle n'ait pas de gens, beaucoup de personnes qui la critiquent, parce que tu vois comme elle fait rien. Hein, on voit en France les gouvernements qui sont les moins critiqués, c'est ceux qui en font le moins, ou les présidents de la République. Hein, certains n'ont pas été particulièrement actifs, et c'est comme ça qu'ils avaient leur plus grande popularité. Et la plus grande popularité qu'ils ont eue, c'était dans les périodes de leur vie où ils n'ont pas été actifs, où ils n'ont presque rien fait. Oui. Hein, et elle, vous pensez à qui dans la politique française? Méchant, Jacques Chirac, François Hollande. c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Mais je ne peux pas vous contredire. Ok, très bien. Ok. Richard de Sèze, vous êtes sur cette ligne-là ou... Je voudrais, pour le pur plaisir de la polémique, on ne peut pas d'un côté expliquer que le narratif anglo-saxon était absolument génial et ensuite donner comme preuve de l'influence de George VI un film hollywoodien. Voilà. Mais, ou alors on est un peu victime soi-même du narratif anglo-saxon. C'est un exemple. Oui, mais c'est amusant que vous ayez choisi celui-là. Sur la France a évidemment besoin d'une continuité et d'un symbole, mais d'une part, ce n'est pas la reine qui a planqué la misère, c'est l'ensemble des gouvernements britanniques qui ont planqué la misère et qui ont décidé, surtout, comme d'habitude, de choisir l'argent. Et d'ailleurs, la famille allemande qui règne en ce moment sur l'Angleterre est aussi pétée de thunes, puisque vous expliquez qu'elle est entretenue, mais en fait, c'est une des fortunes foncières les plus énormes. C'est une fortune financière absolument gigantesque. Ça n'est que 500 millions d'euros. Ouais. Je lisais un article sur le duc de Westminster, qui vient de mourir, dont le fils a 31 ans, donc qui a pris la suite de la lignée. Je fais une petite insiste là-dessus. Lui qui possède 12 milliards d'euros de biens immobiliers, dont tout le quartier de Mayfair et Chelsea, je crois, et si je me souviens bien, qui possède également les puces de Clignancourt. Oui. Et donc, une fortune bien plus conséquente que celle de la reine d'Angleterre, qui est, même par rapport à J.K. Rowling, une pauvre femme. Oui. Ça, il faut réévaluer aussi l'intégralité vraiment des propriétés, des œuvres d'art, etc. Peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'il y a une deuxième déchéance, si j'ose dire, anglaise, c'est toutes ces foules qu'on a vues se précipiter et faire des queues de 20 heures ont quand même un parfum d'Angleterre extrêmement précis. On a l'impression que tout le monde habite le Sussex. Voilà. On n'a pas l'impression que c'est tout le Commonwealth qui s'est précipité au chevet de la reine. Moi, j'ai regardé, alors pas pendant 24 heures sur 24 et 10 jours complets, les files qui s'allongeaient.
J'ai pas vu l'immense diversité du Commonwealth faire la queue. J'ai vu en fait du petit bourgeois anglais, une fois plus, qui ressemblait pas du tout d'ailleurs à ce monsieur noir qui, dans le film des Heures sombres, se lève dans le métro et brusquement se met dans un anglais impeccable à secouer Churchill. Ce qui m'a paru là aussi être un peu un narratif anglo-saxon dans la manière d'introduire la chose. J'ai vu du petit blanc, autrement dit, j'ai vu ceux que en fait les gouvernements anglais, et d'ailleurs Liz Truss vient de le dire, elle va encore un peu plus les assassiner, et le roi et la reine et le futur roi et le déjà roi Charles III ont laissé tomber en fait. Voilà, donc ce sont ces gens-là qui sont en fait les étés branlants de la monarchie en Angleterre. Merci. François Martin, vous voulez intervenir, mais comme il nous reste une trentaine de secondes, ce sera bref. C'est bon ? Parfait. Alors écoutez, on conclut sur ce sujet. Messieurs, merci. On se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. À tout de suite. Emmanuel Macron, en remettant le cordon de Grand Croix de la Légion d'honneur à Lynn Renault, a marqué son souhait de faire évoluer la loi actuelle, qui s'appelle Claes-Leonetti, pour un droit à mourir dans la dignité, donc une évolution plutôt à la belge ou à l'espagnol ou à la suisse du droit français actuel. Moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez, et je me tourne vers Laurent Izard. Oui, nous avons eu 3 lois majeures depuis le début du XXIe siècle qui ont traité cette question. Et donc la dernière que vous avez citée. Claes-Leonetti, la dernière 2016. Évolution... Ah, c'est 2016. 2016, raison, pardon. il me semble. Oui, vous avez raison. Ma conviction, c'est qu'avec ces différentes lois, nous sommes parvenus à une espèce d'équilibre. Je dirais, qui permet d'éviter les extrêmes. C'est-à-dire, d'un côté, l'acharnement thérapeutique, et de l'autre côté, le suicide assisté pour tous, voilà, à la demande. Ouais. Il me semble extrêmement dangereux de remettre en cause cet équilibre aujourd'hui. Ça a été demandé par quelques associations, certes, mais la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est qu'on met toujours en avant le fait qu'une majorité de Français sont aujourd'hui favorables à l'euthanasie. Ceci dit, les Français ne sont pas au courant de ce qu'est la loi actuelle. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis surtout, quand on regarde les personnes qui demandent à être euthanasiées, en réalité, la plupart ne veulent pas mourir. Voyez, c'est un petit peu comme les adolescents, vous savez, qui font des petits suicides comme ça, mais qui en réalité ne veulent pas mourir. C'est un appel au secours. Voyez. Moi, ma conviction, c'est que si les personnes en fin de vie étaient bien accompagnées, voyez, à la fois d'un point de vue médical, et puis aussi avec leur famille autour d'elles, elles seraient, comme ça se fait dans d'autres pays, absolument. Eh bien, on aurait beaucoup moins de candidats à l'euthanasie, et je dirais que ça serait un débat qui serait aujourd'hui très secondaire. Voilà. Ok. Pour autant, certains disent que si la loi doit évoluer, c'est que Claes-Leonetti ne couvre pas tous les cas, premièrement, et deuxièmement, que la notion de soins palliatifs qui est comprise dans la loi est extrêmement mal appliquée, parce qu'il y a des départements entiers où il n'y a pas de département de soins palliatifs. Donc il y a selon l'endroit où l'on vit, on est traité de manière très différente. Et il y a certaines morts qui se passent beaucoup plus douloureusement que dans d'autres. C'est un problème de moyens plus qu'un problème de loi, à mon sens. Il faudrait développer les soins palliatifs. Jean-Louis Masson. Moi, personnellement, je ne fais pas du tout cette analyse. Moi, je crois que chacun doit être libre de décider pour lui-même, pour ce qui le concerne. Et si quelqu'un qui est très malade, qui souffre beaucoup, préfère décéder, préfère mourir dans de bonnes conditions, il n'y a pas de raison de vouloir décider à sa place. C'est ça le problème. Ce sont toujours les autres qui veulent décider pour Dupont, pour Durand. Ben, c'est Dupont qui doit décider pour Dupont, Durand pour Durand. Donc moi je suis pour une évolution. La seule restriction que je fais, c'est qu'il faut qu'on ait vraiment des garde-fous
pour éviter que des héritiers potentiels ou des médecins qui ont plus obligatoirement la place suffisante dans l'hôpital, etc., décident à la place de la personne, sans que la personne soit vraiment volontaire. Il y a un vrai risque à ce niveau-là, hein, et bon, faut bien voir, hein, les querelles d'héritiers, demander à des notaires, la pire des choses, c'est à l'approche des héritages où les gens ne veulent plus s'occuper. On voit malheureusement dans les maisons de retraite des enfants qui ne s'occupent plus du tout de leurs parents, qui attendent que les parents meurent, hein, qui abandonnent les parents. Et donc, il y a un vrai problème à ce niveau-là, c'est les garde-fous pour éviter justement que ce soit des tiers qui décident de la mort de personnes sous prétexte d'euthanasie. Mais sinon, si c'est vraiment la personne qui s'exprime, moi je suis partisan que cette personne puisse décider. C'est moi qui dois décider de ma vie, c'est pas le voisin quand même. Je vais donner une information, je vous laisse la parole, François Martin. Laurent Izard, vous disiez qu'il pourrait y avoir beaucoup de monde qui ferait appel à ce type de mesures. En Suisse, où ça existe depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, il y a 1200 personnes, seulement 1200 personnes par an, qui font appel à 4 associations qui se répartissent cette tâche-là, c'est-à-dire d'aider les gens à mourir sur des critères très précis et après des décisions successives de 2 à 3 médecins. Est-ce que ça vous semble quelque chose qui dérape complètement? François Martin. Oui. Alors, moi, j'ai deux remarques à faire. Okay. La première, c'est sur la question du fait que, effectivement, autoriser le droit à mourir dans la dignité, comme on dit, en fait, faire évoluer la loi vers le suicide assisté, parce qu'il ne s'agit pas de laisser les gens mourir, pour reprendre ce que vous dites. Il s'agit de les aider au suicide, c'est-à-dire de les tuer, en fait, en quelque sorte. Attendez, je pense que ça ouvre la boîte de Pandore. Ça, je pense que c'est comme mon interlocuteur l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement dangereux d'ouvrir la boîte de Pandore et de faire en sorte qu'à ce moment-là, la volonté de celui qui aide la personne à se suicider va se substituer à lui pour décider en fait de la mort de quelqu'un d'autre. Je pense que et les héritiers en particulier. Oui, mais ça, je pense que ça, c'est très grave. Oui, mais ça, ça n'est pas dans aucune des lois dans les pays où ça s'applique, la Belgique, l'Espagne, la Suisse. Bien sûr que si. Il y aura une pression sur les vieillards à ce moment-là pour leur dire écoute papy, etc., etc. A priori pas. Hein. Enfin, a priori, il faut pas être naïf pour le penser. Bon. La pression pour faire disparaître les vieux anciens, elle va forcément s'exercer. La position de Jean-Louis Masson, qui consiste à dire je veux choisir moi en tant qu'humain ma fin. Est-ce qu'elle vous choque? On parle de suicide assisté. Oui. C'est le mot assisté qui pose problème. Mais assisté par qui? Par le médecin, etc. C'est un ensemble de médecins dont on parle. Bien sûr. Bien sûr. Richard de Sèze. D'abord, au Canada. Pardon. Okay. J'ai pas dit ce que je pensais. Mais au Canada, je dirai après. Au Canada, où il y a le même genre de loi, on s'aperçoit, comme par hasard, que ce sont les plus pauvres qui sont les plus euthanasiés. Autrement dit, sous prétexte de faire une loi qui est destinée à tout le monde, et vous me permettrez, je sais bien que vous êtes républicain et donc que vous avez quelques défauts, c'est que de dire que c'est Dupont-Durand... Vous parlez de son parti politique? Non, je parle de sa philosophie politique, dire c'est Dupont et Durand qui décident de ce qu'ils veulent faire. Grâce à Dieu, non, justement, c'est pas Dupont et Durand. Parce que Dupont et Durand peuvent décider de devenir terroristes islamiques, Dupont et Durand peuvent décider d'être incestueux. Donc heureusement qu'il y a des lois qui sont faites justement, non pas par Dupont et Durand qui décident de leur propre chef, mais par d'autres gens. Au Canada, on se retrouve avec une euthanasie qui est destinée vers les plus pauvres. En Belgique, où on a l'euthanasie depuis une dizaine d'années, on a là aussi une dérive évidemment observable, avec d'une part des gens qui sont effectivement parmi les plus défavorisés, parce que peu à peu on dit vivre dans la dignité, ça signifie être utile. Si je suis inutile, donc du coup je n'ai plus une vie digne, donc je suis éligible, si j'ose dire, à cette euthanasie. Vous savez qu'on parle de gens très souvent... sont des gens qui sont très âgés. Non, pas du tout. Justement, en Belgique, on se retrouve avec de plus en plus de gens jeunes, on se retrouve avec des gens qui sont déprimés, on se retrouve avec des gens qui sont au chômage.
Enfin, autrement dit, on se retrouve avec des gens qui disent en fait je ne sers à rien à la société. Donc comme ils ont perdu un sens à leur vie, à ce moment-là, la mort me paraît être une bonne solution. Oui. Et donc c'est cette société-là qu'on est en train d'installer en France, et on l'a bien vu d'ailleurs au moment de l'épidémie du Covid. Il était légitime que les vieux meurent dans les EHPAD. Mais la situation actuelle vous satisfait, Richard de Sèze ? C'est-à-dire que la loi Claes-Leonetti, juste je rappelle rapidement le principe, c'est quelqu'un qui a une maladie qui n'est plus soignable, en tout cas dont on connaît à terme assez rapide le pronostic, arrêt des soins, sédation profonde jusqu'à décès. Ça vous semble satisfaisant ? Oui, et le développement des soins palliatifs qui en fait ne coûtent pas cher. Et pourtant, ça a été l'objet de débats très intenses, qui étaient à peu près l'équivalent d'ailleurs de ceux qui vont avoir lieu sur l'histoire de l'euthanasie et du suicide assisté, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'opposition à cette époque, partant sur le principe que les gens devaient mourir de mort naturelle, quitte à souffrir. Est-ce qu'on n'est pas juste toujours en train de courir après l'évolution de la société ? C'est l'extension perpétuelle en fait, du domaine de la douleur. Et l'un des arguments de ceux qui militent pour l'euthanasie, c'est de dire, dès que vous êtes atteint de la maladie de Charcot, comme vous savez que vous allez souffrir horriblement, il n'y a aucune raison d'attendre la fin, vous avez le droit de mourir tout de suite. Et ça vous semble pas un droit légitime ? Mais une fois plus, c'est légitime. Un choix, on va dire. Et après, on va dire, mais moi je suis dépressif, ma vie est un enfer, je suis chômeur, je suis pauvre. Et en fait, à chaque fois, on fait en sorte que la boîte de Pandore soit ouverte et que toutes les situations pénibles deviennent une possibilité de mourir. Je cède la parole à Jean-Louis Masson, parce que je pense que c'est une évolution de la société. C'est un droit individuel. C'est pas du tout, comme vous l'avez dit, quelque chose comme le terroriste. Le terroriste, il fait du mal aux voisins, il fait du mal à la société. La personne qui décide, compte tenu de son état de santé, de sa maladie de Charcot, qui souffre, etc., que, ma foi, eh bien, il faut abréger sa vie, cette personne-là, elle fait le tort à personne. C'est pas un terroriste. On peut pas faire un parallèle avec les terroristes. C'est complètement à côté du débat. Et moi, je pense, et je suis même l'intime conviction, que cette loi va passer et que si justement on prend des garde-fous, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que dans 10 ans, quand elle sera passée depuis 10 ans, ça sera comme la loi sur l'avortement. Tout le monde dira, mais pourquoi ? Ça sera même anachronique. Ça paraîtra complètement anachronique d'avoir tellement retardé avec des gens qui, comme vous l'avez très bien dit, ont la maladie de Charcot. Moi, j'ai un maire dans mon canton qui a la maladie de Charcot. Il faut le voir. Il faut le voir, il faut voir comme il est, le pauvre homme. Enfin, il n'est plus maire, il a été obligé de démissionner. Mais il faut voir le pauvre homme. Et si ce pauvre homme, à force de souffrir, d'étouffer, de pouvoir rien faire, dit tiens, appuyez sur le bouton parce que moi j'en peux plus, c'est quelque chose de terrible. De quel droit peut-on lui dire non, tu continues un petit peu à souffrir? Quelle vie on lui réserve, ce pauvre homme? On lui dit tiens, tu peux encore vivre 8 jours, étouffer pendant 8 jours, et puis comme ça ira mieux, puis au moins tu seras mort sans qu'on t'ait aidé. Mais non. François Martin, le problème c'est d'appuyer sur le bouton. C'est là que se pose le problème. Mais moi je voulais reprendre la question, parce que en fait la question, cher Franck, n'est pas celle en fait que vous avez posée. Oui. Vous nous avez demandé qu'est-ce que nous on en pensait. Mais la question c'est, est-ce que les Français sont prêts? C'est ça la question qui est posée. Ça fait 20 ans, voilà. Dans tous les sondages, à peu près 90% des Français, depuis 20 ans, donc c'est très constant, disent on est en faveur de... Moi, je pense que malheureusement, oui, effectivement, les Français sont globalement oui. Et c'est ça, je pense, qui est la question intéressante qu'on pourrait se poser. Pourquoi est-ce que les Français sont, je dirais, suicidaires? Je pense, moi, qu'il y a, chez les Français en particulier, un vrai problème cet été, j'ai fait successivement le Brésil, Cuba, les États-Unis, l'Espagne, l'Angleterre et la Tunisie, dans tous ces pays-là. Je pense que c'est en France qu'on sent les gens les plus pessimistes. Les plus pessimistes. Ils ne croient pas à l'avenir. Il y a un vrai problème chez nous, et je ne peux pas m'empêcher de lier le fait que les gens, globalement, soient pour une
législation qui les pousse au suicide, pensez alors que c'est que lié la à ça? législation actuelle Ok. est très équilibrée de l'avis de tout le monde et que c'est une bûche politique que Macron essaye de mettre pour faire quelque chose. C'est D'accord. ça. Il n'y a pas besoin de modifier. Tout le monde dit que la loi Leonetti est très équilibrée parce qu'elle maintient malgré tout le principe de la vie, auquel on ne touche pas. Laurent Izard, Juste deux merci. remarques. Première remarque, je trouve très intéressant le parallèle qui a été fait avec la loi Veil sur l'avortement. Parce que la loi Veil, quand on la lit, elle comportait de très nombreuses limites, de très nombreux garde-fous. Ça devait être exceptionnel, l'avortement. Mais on sait qu'à partir du moment où on accorde un droit, après les garde-fous, ils sautent les uns après les autres. C'est ce qui s'est passé. On a 200 000 avortements en France chaque année. Bon, ça c'est la première remarque. Donc il faut être très prudent sur ces questions-là. La deuxième remarque, c'est qu'il me Même semble si que... l'exemple suisse, 1200 oui, mais morts assistées, les chiffres augmentent. donc rapporté à la population assez faible. Et non, c'est assez constant, je crois. Moi, je pense que Suisse, ça a hein. des chances de s'étendre pour des raisons qu'on a évoquées. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que je pense qu'il y a, si vous voulez, une évolution de la culture qui va dans le sens du non-respect de la vie, de la non-préservation de la vie. Alors certains appellent ça la culture de mort. Moi, je mets ça un petit peu dans le même panier. Il faut être extrêmement vigilant sur ce genre d'évolution, même si dans certains cas, effectivement, on peut envisager le suicide assisté. Mais c'est vrai que la loi actuelle, avec la sédation profonde et avec les directives anticipées qui permettent aux futurs malades de choisir ce qui va se passer à la fin de leur vie, eh bien, je pense qu'on a aujourd'hui un droit positif qui est équilibré. D'accord. Ça aussi. Ok, vous pensez... Ça sera ma dernière question, et là je voudrais que vous creusiez en vous-même d'une certaine manière, parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les humains basculent parce qu'ils ont vécu autour d'eux une situation où quelqu'un est mort dans des souffrances intenses parce qu'il n'a pas été possible de mettre fin à sa vie de manière anticipée et qu'il n'a pas pu choisir de mourir un petit peu avant. Est-ce que si vous êtes confronté à ça, à la maladie de Charcot, qui est une maladie dégénérative épouvantable, ou à un cancer qui va vous amener, cancer des os, il y a plein de choses qui peuvent vous faire souffrir, est-ce que vous ne croyez pas que vous aurez eu envie, je vais vous demander à chacun de répondre, hein, de choisir individuellement la voie de sortie? Laurent Izard. Déjà, première chose, j'ai des personnes de ma famille qui sont décédées dans des conditions qui auraient pu être terribles, mais qui ont eu la chance de bénéficier de soins palliatifs, notamment dans le 15e arrondissement. Il y a un établissement qui est extraordinairement bien, et qui sont partis, je dirais, de façon sereine. Alors, pour mon cas personnel, effectivement, si j'étais atteint d'une maladie terrible, peut-être je demanderais à ce que les souffrances ne se prolongent pas et à bénéficier de ce système de sédation profonde que les médecins ont aujourd'hui le droit d'administrer. Voilà. Sans qu'on ait besoin d'aller en Suisse se faire injecter un produit. Mais finalement, quelle est la nuance? Quelle est la différence entre la sédation profonde décidée par d'autres et le fait que vous décidiez... C'est l'intention. La sédation profonde, l'idée c'est de soulager la souffrance. Et les médecins ont le droit, d'après la loi, d'aller jusqu'à la mort s'il faut soulager la souffrance. Ok, je continue Je partage ça. Oui, moi. ok. Oui, absolument. Je pense que la différence, c'est entre, dans le suicide assisté, ce qui me gêne, c'est assisté, c'est-à-dire on demande à une personne de vous tuer, en fait, quelque part. Si on se passe sur le plan des principes, par rapport à ce qu'a dit... par rapport à la loi Leonetti, on laisse les gens mourir en les empêchant de souffrir. C'est très différent. Okay. Sur le plan des principes, c'est très différent. Jean-Louis Masson, je vous pose la question alors, pour... très honnêtement, il est difficile de répondre à votre question parce qu'on n'est pas dans le coup. Ouais. C'est-à-dire, disons, on ne peut pas extrapoler ce qu'on ferait dans le cas où. Mais je pense que si j'avais... et donc je ne m'engage pas pour la vie. Non, parce qu'il faut être dans le bain pour pouvoir décider. Et moi, je pense que si j'avais une maladie de Charcot et que vraiment l'issue me semblerait écartée, et à un certain moment, je préférerais recourir à la nouvelle loi qui risque d'être votée prochainement. Ok. Richard de Sèze, vous êtes le dernier à parler. Eh bien, moi non, mais voilà, j'espère surtout avoir la force morale de dire non jusqu'au bout. D'accord, très bien. Ok. Merci beaucoup. C'était un sujet grave. On va basculer vers un sujet d'élection en Europe dans quelques secondes. À tout de suite.
Dans quelques jours, Fratelli d'Italia risque de devenir la force politique centrale d'Italie. Giorgia Meloni, qui est sa chef, peut devenir chef du gouvernement. Ça succédera peut-être à ce qui vient de se passer récemment en Pologne, où les démocrates suédois sont devenus une force d'appoint importante pour former un gouvernement à droite, et puis à ce que l'on connaît en Pologne et en Hongrie. Est-ce que vous pensez que cette situation qui est en train d'émerger signifie quelque chose par rapport à la montée en puissance des droites nationales dans cette zone européenne? Jean-Louis Masson. Ces scrutins en faveur de ce qu'on appelle la droite sont vraiment symboliques et sont quelque chose qui marque en faveur de la démocratie. Parce que de manière artificielle, tous les gens de gauche, les gens du centre, les bien-pensants qui ont un intérêt politique pour maintenir leur petit commerce, pour préserver leur petit commerce, essayent de prétendre que les gens qui sont de la droite nationale, les gens qui sont contre l'Europe, par exemple, ne sont pas des démocrates. Eh bien, de quel droit les gens qui sont contre l'Europe, de quel droit les gens qui sont pour la défense de valeurs nationales ne seraient pas des démocrates? Si on est des démocrates, on doit pouvoir exprimer et tolérer que les autres expriment leur point de vue différent sur les orientations à prendre. Et ce sont en fait ceux qui ont voulu marginaliser ce que vous appelez les droites européennes, qui ne sont pas des démocrates. Parce qu'en fait, eux tolèrent la démocratie à partir du moment où on est d'accord avec eux. Or, la démocratie, c'est la tolérance de l'ensemble des opinions des uns et des autres. Et je pense que de même que, par exemple, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, il est normal qu'en démocratie, il puisse y avoir des gens qui soient des royalistes, parce que sinon, on ne peut plus permettre l'expression des volontés des uns et des autres. Eh bien, là, c'est la même chose. Et ce que moi, j'apprécie énormément dans cette évolution, c'est que ce plafond de verre qui disparaît fait disparaître une véritable imposture qui tendait à marginaliser des gens en les accusant faussement de ne pas être des démocrates. À gauche, il y a des gens qui ne sont pas des démocrates, comme les communistes, par exemple. Là, c'est des gens vraiment pas démocrates. À droite, il y a aussi des gens qui ne sont pas des démocrates, mais on peut très bien être de la droite, faire partie de la droite européenne dont vous parlez, et être parfaitement démocrate et parfaitement républicain. François Martin, merci. Moi, je ne partage pas cette idée, ou du moins, je trouve que le problème est mal posé. Parce que la question qui est posée, c'est un tournant pour les droites. Or, aujourd'hui, il faut absolument replacer ça dans le contexte du conflit ukrainien et en particulier des sanctions, du boomerang des sanctions. Je lisais hier dans un article que la grande distribution a fait un appel au gouvernement récemment en disant le chèque social ça ne nous suffit pas. Nous, on pense qu'on va avoir dans les semaines qui viennent une augmentation de nos charges, de nos charges Là, vous parlez de la grande distribution française en France, okay. d'1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros, c'est ce que la grande distribution va se prendre sur la figure. Okay. Plus toutes les entreprises, mais etc. quel rapport avec Fratelli d'Italia? Le rapport, c'est que le mot de tournant est absolument mal choisi. Ouais. On va en plein dans un mur à 200 à l'heure et on nous dit surtout fermez bien les yeux et diminuez votre douche. Ouais. Et avec ça, mais c'est une explosion sociale dans toute l'Europe qui va se passer. Et encore, c'est nous qui allons payer le moins cher parce que les Allemands, tout est sur le point d'exploser. Et on est en train de dire, attendez, est-ce que vous pensez que la droite, il y a un tournant pour les droites? Mais c'est pas du tout ça. Personne ne sait ce qui va se passer dans un mois ou dans 2 mois en France. Et les manifestations populaires, etc. C'est ça le sujet. C'est pas l'évolution de la droite par rapport à leur chance aujourd'hui. Moi, je sais pas. Si la moitié des hypermarchés français ferment dans 2 mois, on fait quoi? Et les hôpitaux, les grands hôpitaux et les classes, etc. Pourquoi? Parce que c'est trop cher. L'énergie a... bien sûr. Et les hôpitaux, c'est pareil. Les factures sont gigantesques. Elles sont susceptibles d'être multipliées par 3 ou par 4. Ouais. Comment on paye ça?
Ouais, je ne sais pas si on peut parler effectivement de tournant, d'évolution, mais il y a un constat à faire quand même. Il y a une montée des droites nationales dans beaucoup de pays d'Europe qui ont une histoire différente. Voilà. Je pense que c'est lié en fait à une conjonction de facteurs. Il y a la question de l'Union européenne. Certains pays ne digèrent pas les injonctions de l'Union européenne qui leur sont imposées. Dans d'autres cas, c'est lié à des questions plus de sécurité, d'immigration. Dans d'autres cas encore, c'est plus des questions locales qui interviennent, mais le constat, il est réel. Il y a une poussée à droite dans beaucoup de pays et qui risque d'ailleurs d'avoir des répercussions très importantes parce que ça peut faire, d'une certaine façon, exploser l'Union européenne, je pense. Sauf que, alors j'entends, je vais vous céder la parole, Richard de Sèze, la position des droites nationales qui arrivent au pouvoir est assez diverse en réalité. Par exemple, en Italie, Fratelli d'Italia est tout à fait pour l'Europe, et tout à fait pour recevoir des subventions européennes. Parce que l'Italie, sans ça, ne va pas passer les caps. Il y a une différence entre pour l'Europe et vouloir des subventions européennes. Et très pro-atlantiste. Oui. Alors qu'en Hongrie, on est plutôt, on va dire, pro-poutinien, alors qu'en Pologne, on est extrêmement pro-États-Unis, parce qu'on veut être sous le parapluie de l'OTAN. Donc, en défendant la Hongrie pour que la Hongrie ne perde pas ses subventions. Tout en défendant la Hongrie, absolument, pour que la Hongrie ne perde pas les subventions européennes, n'ait pas les sanctions qu'on veut. Voilà. Donc la situation est loin d'être homogène à travers ces droites. C'était une petite incise, peut-être que ça va faire réagir Richard de Sèze. Il y a une homogénéité, c'est qu'à chaque fois, les gens disent la gauche vous a menti, et nous allons vous parler de la vérité du pays. Et la vérité du pays suédois, c'est que l'immigration à la suédoise est un échec retentissant, et donc il est nécessaire que la droite arrive enfin au pouvoir pour arrêter la politique immigrationniste. Après ça, effectivement, je trouve les démocrates suédois sont assez pro-européens aussi, ils sont assez Union européenne, comme les frères italiens, comme les Polonais, et même comme Viktor Orban, qui est très content de recevoir les mannes européennes. Le deuxième point, c'est que tous disent ce n'est pas parce que nous sommes à l'intérieur de l'Union européenne que l'Union européenne doit nous imposer un système de valeurs qu'ils appellent l'état de droit et où on aurait un agenda politique qui n'est pas celui sur lequel on a signé. On a signé en gros pour une communauté économique et une stabilité politique. On n'a pas signé pour qu'il y ait un refus de nos propres cultures. Voilà. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que même des atlantistes comme la Pologne et l'Italie sont absolument d'accord pour dire, voilà, après tout, les Italiens ont bien le droit de décider de ce qui se passe en Italie. Et on peut même rajouter l'Espagne, d'une certaine manière, qui a dit, non, nous, on a une exception énergétique. Et comme on a une exception énergétique, on sort du jeu européen du prix de l'électricité. Et donc, c'est ça qui est intéressant. On voit apparaître à chaque fois des logiques nationales. Alors, la gauche s'excite sur le fait qu'un parti anti-immigrationniste arrive en Suède. Je trouve que tous les pro-européens devraient se poser des questions sur l'échec absolu du marché de l'électricité et l'échec absolu aussi d'une politique immigrationniste qui ne peut pas marcher et qui ne marche nulle part. La Suède, elle, au moins, a des statistiques ethniques qui prouvent que ça ne marche pas, même si la gauche, pendant des années, a interdit qu'on les utilise. Elle continue d'exister, et là, maintenant, grâce à la manière dont la gauche a empêché que ça existe, voilà, on en parle. Et la droite en Suède arrive au pouvoir par une alliance importante entre la droite nationale et la droite plus modérée. Et c'est cette alliance qui a permis le basculement politique dans un pays qui était quand même assez sociologiquement foncièrement à gauche. Oui, mais je pense que c'est peut-être en accord avec la droite dite modérée, mais c'est en fait la disparition des droites parlementaires qui étaient très ambiguës sur tout un tas de problèmes. Et c'est ce qu'on voit en France actuellement. Moi, je ne donne pas cher de l'avenir des Républicains. Bon, à terme, et moi je l'espère, à titre personnel je l'espère, les Républicains risquent de disparaître complètement. Ils tiennent encore un peu comme les socialistes, ce sont les vieux partis dominants, un peu faisandés, à moitié pourris, qui subsistent comme cela parce qu'ils ont des élus locaux, mais dans l'opinion publique, ils vont être complètement coincés. Il y a une clarification qui se fait. Il y a la vraie droite, il va y avoir la vraie gauche, et il y aura le vrai centre. Et puis voilà. Merci Jean-Louis Masson pour cette intervention sur le fait que la situation internationale en Europe peut être prolongée sur ce qui se passe en France, quoi. Est-ce que ce qui se passe et qui provoque l'arrivée des droites nationales dans d'autres pays peut avoir une répercussion
pour le Rassemblement national. Laurent. Je le pense parce que ma conviction, c'est qu'on a, pendant des années, peut-être 20 ans, 30 ans, minoré un certain nombre de sujets qui sont essentiels pour les Français. Oui. Pouvoir d'achat, sécurité, etc. Donc, ce qui se passe dans d'autres pays peut tout à fait se passer en France parce que les Français ont des convictions, ils s'expriment. Et de ce fait, je pense qu'on peut avoir certains basculements de l'orientation politique globale des Français. Ce ne sera pas avant 4 ou 5 ans, en l'espèce, hein, mais bon. OK. Je suis d'accord avec ce qui s'est dit globalement sur le fait que les logiques actuellement de prise de pouvoir de la droite ou de tentative ne sont pas les mêmes dans tel ou tel pays. Les logiques sont différentes. Ceci dit, je maintiens que personne ne sait ce qui va se passer quand on aura dans 1 mois ou dans 2 mois des milliers ou des dizaines de milliers de gens qui vont commencer à accuser leur gouvernement de les avoir emmenés dans cette galère. Personne ne sait ce qui va se passer à ce moment-là. C'est ça que je dis. Donc je mets un gros bémol par rapport à toutes les logiques que l'on peut faire aujourd'hui tant qu'on n'est pas de plein pied dans l'hiver et qu'on ne voit pas ce qui va se passer. Des logiques d'évolution lente de l'électorat qui pourraient basculer et des phénomènes d'accélération. Ils vont être extrêmement rapides. Ouais. Voilà. D'accord. Dernier tour de table, Jean-Louis. Je pense au contraire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, c'est évident, dans 2 mois, dans 3 mois, au niveau de la population, mais ce qui risque d'arriver, c'est une focalisation, d'une part les pro-gouvernements et d'autre part les anti-gouvernements. Alors on ne connaît pas le rapport de force entre les pro-gouvernements et les anti-gouvernements, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les gens qui ont peu le postérieur entre 2 chaises, comme les républicains, comme les socialistes, vont être complètement laminés. Ça c'est. Alors, ils seront laminés soit au profit de la droite, soit au profit de la vraie droite, soit au profit de la vraie gauche, soit au profit du centre, mais ils seront laminés. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau dans le système politique actuel, parce que vous avez quand même des gens, les 2 grands partis qui représentaient 70 à 80% de l'électorat, ils sont tombés à eux deux à peine à 10%. Ouais. C'est quand même quelque chose de flagrant. C'est une excellente chose. Ça clarifie la situation. Richard de Sèze, vous aurez le mot de la fin sur ce sujet. En fait, je ne pense pas que ça puisse se produire en France tant qu'on a le système électoral français. Là, dans tous ces pays-là, il y a une possibilité de proportionnel et il y a une habitude politique du consensus et de l'alliance que la France n'a pas du tout. D'accord. Ok, merci. Allez, on se quitte, mais avant de se quitter, on va aller voir ce que notre caricaturiste Ignace a dessiné. Je le vois essayer de terminer les derniers dessins. On se retrouve dans quelques secondes avec sa production. À tout de suite. Eh bien, écoutez, mes amis, je crois que là, nous avons un très grand cru d'Ignace. Allez, je vais vous les montrer quelque chose concernant la reine d'Angleterre qui aurait régné sur le monde, qui dirait « on en a soupé ». Excellent, mais je peux vous dire que le mieux est en train d'arriver. Alors, c'est pas me concernant, mais vous allez voir, c'est pas mal, c'est fou. Pas un de mes invités s'inquiète de la montée des droites radicales en Europe. Avais-je l'air si serein que ça? Alors là, on y est crescendo. Ils n'étaient pas dans l'ordre, mais en fait, ils étaient dans l'ordre. Vous allez voir, monter de la droite radicale en Suède. Regardez ce que nous dit ce cher Suédois. Qui n'est guère blond et aux yeux bleus. Richard de Sèze et la mort d'Élisabeth d'Angleterre. Au passage, très jolie caricature. En tant que Français, je me soucie davantage de la santé du prince Jean. Richard de Sèze vivrait-il dans le passé? François Martin et l'euthanasie. Là aussi, la caricature est magnifique, je pense que vous allez l'adorer. Me suicider, moi, plutôt crever. Oui, elle est bien. Jean-Louis Masson, qui a l'air tout à fait gentil. Je suis pour une démocratie droite et radicale. Parfait. Vous avez fait votre outing aujourd'hui. Et Laurent Isard face à la mort. Laurent Isard. Je
Je suis palliatif, pas suicidaire. Vous allez les récupérer, vous allez partir avec moi. Rassurez-vous, Jean-Louis et les autres. Allez, c'était magnifique. Ah, il y en a une dernière que j'avais oubliée. C'est Macron face au suicide assisté. Pas de plus pour les droits de l'homme. La grande faucheuse, pourtant. Allez, Ignace, c'était merveilleux, comme d'habitude, mais là, vraiment, vous êtes surpassé. Je demanderai à contrôler ce que Ignace boit pendant l'émission. Allez, on se retrouve dans 15 jours. J'espère que vous avez été instruits et qu'au passage, vous vous êtes fendu la poire. Ah, dans 15 jours, donc. Merci. Et merci à vous quatre. Au revoir.